Donc sur la vérification de boucle, en fait, l'idée, c'est c'est vraiment la partie la plus délicate en vérification, hein, parce que pour ce qu'on a vu jusqu'à actuellement, il y avait de l'affectation, il y avait la séquence d'instructions, le if, donc la sélection, et maintenant sur la répétition, c'est les boucles. En fait, il y aura plusieurs parties à vérifier. Euh, donc ça voudrait dire qu'il va falloir bien placer les prédicats aux bons endroits et vérifier que la boucle est juste si elle termine, puis vérifier qu'elle termine. Donc le point de départ pour ça, c'est on va dire qu'on a quand on vérifie une boucle, on a un prédicat d'entrée qui est avant l'initialisation de la boucle, un prédicat de sortie qui est après l'exécution de la boucle, une première phase d'initialisation, vous le voyez là sur la partie en haut ici. Tant qu'une condition, on a une suite d'instructions. Donc pour simplifier, quand on a ça dans notre code, dans un calcul de plus faible précondition, donc dans un WP, on va devoir définir ce qu'il y a comme invariant, c'est-à-dire une expression logique qui est valable à tout moment, avant la boucle, pendant la boucle et après la boucle, ainsi qu'un variant qui va être une valeur qui va permettre de vérifier que la boucle termine. Euh, Tant qu'on est dans ce chapitre-là, on ne va pas construire les variants, on va éventuellement construire des invariants, mais en tout cas on ne construira pas complètement la boucle. Euh, et ce sera l'objet complet du chapitre prochain. Donc on va faire, on définit deux étapes. Il y en a une qui s'appelle la correction partielle. Ça veut dire que si la boucle termine, alors elle se termine correctement. C'est ce qu'on va appeler la correction partielle. Et ensuite on vérifiera la terminaison. Donc dans la correction partielle, on va vérifier trois étapes qui sont écrites en bas, là, W1, W2, W3, qui sont assez. Donc comment dire, quand on va arriver sur une boucle, on va dire ah j'arrive sur une boucle, je vais faire la correction de la boucle. C'est en 5 étapes au total. On a la première correction partielle en 3 étapes. On vérifie que P, donc le prédicat qui se trouve avant l'initialisation, implique la plus faible précondition de l'initialisation et de I, I étant l'invariant qu'on va définir. Et ça, donc ça veut dire que l'invariant est vrai avant la boucle. Ensuite, on va vérifier que à chaque itération, l'invariant est conservé, c'est-à-dire que tant qu'on a invariant et condition, ça implique la plus faible précondition de l'exécution du code S et de l'invariant. Donc I est conservé après chaque itération de S. Et enfin, pour la sortie, on va vérifier que quand on a l'invariant et non condition, ça implique le prédicat de sortie. J'espère que tout ce que je raconte est clair pour tout le monde au niveau des termes utilisés, parce que c'est des choses qu'on a déjà introduites la semaine dernière, et que ça va rouler. Donc, comment ça va se passer? Regardez bien cette annotation, elle est très très classique. En fait, à chaque fois on fera ça. Une fois on va annoter, quand on vous donne par exemple, voici l'invariant, annoter la boucle avec les différents prédicats, c'est exactement ça. On a toujours le prédicat d'entrée P au début, l'initialisation, l'invariant tout seul avant la boucle, while, condition qui s'appelle B ici, on rentre dans la boucle. Au début de l'itération, on a invariant et condition. À la sortie de l'itération, on vérifie que l'invariant. Peut-être que la condition est encore vraie, peut-être pas, mais en tout cas on vérifie invariant. Et quand on sort de la boucle, par contre, on a toujours invariant et non condition qui doit impliquer Q, notre prédicat de sortie. Voici un exemple pour la plus grande puissance de 2 inférieure à n. En prédicat d'entrée, on a n supérieur à 1. On initialise avec i égale 0, plus grande puissance de 2 égale 1. L'invariant, c'est celui-là. Tant que i appartient à n et plus grand de puissance de 2 égale 2 puissance i et plus grande puissance, enfin PGN inférieur strict à n, on rentre dans la boucle. Notre test, il est ici. On rentre dans la boucle. Au début de la boucle, on retrouve l'invariant, exactement le même, ici et là. Et la condition. Condition qu'on retrouve dans notre prédicat. On fait l'itération. Ensuite, quand on est sorti de l'itération, on a uniquement l'invariant. Je remarque qu'il y a une petite typo par rapport à la parenthèse ici qui est manquante, hein, mais vous la rajouterez ou vous enlèverez l'autre si vous voulez. Enfin voilà, il y a une petite parenthèse manquante sur les slides. En sortie de boucle, on a encore l'invariant, toujours le même, hein, et la négation de la condition. C'est-à-dire qu'on est en condition, on avait PGN x 2 strictement inférieur à n. La négation de ça, c'est PGN x 2 supérieur ou égal à n. Et ça donne ce qui va. Et ça, c'est le prédicat de sortie que on a PGN égale 2 puissance i et PGN inférieur à n.
inférieur ou égal à 2 puissance i plus 1. Est-ce que... Voilà. Si... Oui, je n'ai pas redit en intro, hein, mais si jamais vous avez besoin des questions en cours de route, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser la question. Si jamais ça devient trop compliqué, c'est moi qui limiterai. Et si... C'est vrai, ça va, il y a pas mal de monde qui est arrivé. À un moment donné, si on fait des exercices, là, je peux faire ils appellent ça breakout room, donc des petites salles où vous êtes à trois et vous pouvez discuter entre vous sur l'exercice. Je pense que ça sera plus pratique que les annotations qu'on a essayé de faire la dernière fois. Donc maintenant, voilà. Ça c'est notre boucle à noter. Disons qu'on nous donne ça, et l'idée c'est de venir vérifier le programme. Donc on va faire la correction partielle. Pour ça, la première étape, c'est calculer le W1, c'est-à-dire vérifier que le prédicat d'entrée, qui est ici P, implique la plus faible précondition de l'initialisation et de l'invariant. Donc là, on commence par ce calcul-là, et si c'est bon, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Ici, on a donc notre prédicat, notre invariant, deux affectations. PGN, c'est égal à 1, donc je replace toutes les occurrences de PGN dans l'invariant par 1. Il y en a deux occurrences, il y a ici, donc je vais écrire 1 égale 2 puissance i, et 1 inférieur à n strict. Ensuite, j'ai une deuxième affectation qui est i égale 0. Je remplace toutes les occurrences qui restent là de i dans mon invariant. Il y en a deux. I appartient à n et PG et 1, parce qu'on l'a déjà remplacé, égale 2 puissance i, c'est-à-dire 2 puissance 0. Donc ça me donne celui-là. 0 appartient à n et 1 égale 2 puissance 0 et 1 inférieur strict à n. Donc ça, on a calculé la plus faible précondition. Maintenant, on va vérifier si P, notre prédicat d'entrée, implique cette plus faible précondition. En prédicat d'entrée, on avait n strictement supérieur à 1, et donc ça implique bien que 0 appartient à n, ça c'est vrai par définition de l'ensemble des entiers naturels. 1 égale 2 puissance 0, c'est vrai par définition de la puissance. Et 1 inférieur à n, c'est vrai parce que n est supérieur à 1. Ici, vous avez vraiment un exemple de rédaction complète, comment vous pouvez écrire. Donc on parle de conjoint ici, c'est les, les assertions qui sont entre les et. Et on dit les deux premiers conjoints sont vrais par l'arithmétique, le troisième conjoint est vrai par la prémisse qui est la partie ici. Donc, première étape, validée. Comme vous vous en doutez, après la première étape, on va essayer de valider la deuxième étape. Deuxième étape, c'est que lorsqu'on applique une itération de la boucle, l'invariant est conservé. Donc on considère qu'en début de boucle, on a, je le ressouligne ici, invariant, jusque là, invariant et condition, et on regarde que ça implique le plus faible précondition du code qui est dans la boucle, et juste l'invariant ici. Donc on calcule la plus faible précondition là, on a deux affectations, même mécanisme. Je vous laisserai reprendre les calculs si vous ne voyez pas, mais enfin je remplace PGN par PGN x 2 et je remplace I par I plus 1 ensuite. Ça me fait I plus 1 appartient à n et PGN x 2 égale 2 puissance I plus 1 et PGN x 2 inférieur à n. Donc en simplifiant, on a ici notre plus faible précondition. Maintenant je regarde que invariant et condition impliquent cette plus faible précondition. Donc ça me fait I appartient à n et PGN égale 2 puissance I et PGN inférieur à n et Pgn x 2 inférieur à n implique I plus 1 appartient à n, Pgn x 2 égale 2 puissance I plus 1, Pgn x 2 strictement inférieur à n. I plus 1 appartient à n, c'est vrai, parce que c'est un entier et que le successeur d'un entier c'est aussi un entier. Pgn x 2 égale 2 puissance I plus 1 est vrai, qu'est-ce qu'on a dans la prémisse? On avait Pgn égale 2 puissance I. Donc si je multiplie par 2 des deux côtés, c'est bon. Et Pgn x 2 strictement inférieur à n, c'est vrai dans la prémisse, c'est en fait la condition. Donc W2, c'est vrai. On suit W3, c'est-à-dire que invariant et non-condition implique prédicat de sortie. Donc l'invariant c'est I appartient à n et Pgn égale 2 puissance I et Pgn strictement inférieur à n et Pgn x 2 supérieur ou égal à n. Et on voudrait que ça implique, il existe un grand I, tel que Pgn égale 2 puissance I et Pgn strictement inférieur à n et inférieur ou égal à 2 puissance I plus 1. Alors là, il suffit de dire, le il existe, là, le grand I, on prend le petit i qui était une de nos variables non libres qu'on a calculé, et on se rend compte que, effectivement, par le fait que Pgn x 2 égale 2 puissance i fois 2, on a bien notre prédicat de sortie qui est vérifié. Donc, notre correction partielle est OK, parce qu'on a vérifié W1, W2 et W3. La deuxième étape, c'est vérifier la terminaison.
Donc, euh, comme je dis, des fois, il y a des endroits où on a besoin de connaître les règles de réécriture, et d'autres où on va avoir besoin d'avoir un peu plus d'intelligence. Sur la terminaison, il y a quelque chose qu'il va falloir trouver, et donc il va nécessiter un peu d'entraînement et d'intelligence pour y arriver facilement. Donc, l'idée, c'est de fabriquer une fonction à partir des variables qui sont disponibles dans la boucle, telle que cette fonction, que l'invariant garantisse que cette fonction soit positive, et qu'une itération fasse diminuer la fonction. Et si on a ça, à ce moment-là, forcément, une fonction à valeur entière aussi. Forcément, on vient de construire une suite entière décroissante, et donc, vu que, pardon, une suite entière à valeur positive décroissante, et donc vu qu'elle est positive et décroissante, forcément, elle va faire un nombre fini d'itérations. Donc en fait, on peut dire plus formellement qu'on cherche à construire un ordre bien fondé, E et ce symbole que je ne sais pas nommer, mais on va dire inférieur courbe, ce qui signifie que E ne contient pas des chaînes infinies strictement décroissantes. Et ça veut dire que on va pouvoir exprimer comment évolue notre distance à la condition. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est je vais essayer de faire une valeur qui va se rapprocher à chaque itération de la négation de la condition. Donc, on va dire que voilà, on a le cas classique et tout ce que vous allez faire cette année, c'est on a une expression entière supérieure à 0 qui à chaque itération diminue. Donc on va vérifier deux choses. W4, c'est que l'invariant et condition impliquent que ce qu'on va appeler notre variance, cette valeur appartient à un ensemble d'éléments, c'est-à-dire dans notre cas aux ensembles des entiers positifs. Donc au début de l'itération, le variant n'a pas atteint 0 dans le cas des entiers. Et ensuite, on va vérifier que on considère qu'on a un variant et condition et t égale variant, donc une valeur qu'on stocke ici, hein. On dit que notre formule qui donne le variant, on le stocke dans la valeur t, que si on applique le code d'une itération, notre variant est devenu plus petit au sens de cette diminution ici qui peut être le strictement inférieur sur les entiers que t qu'on avait sauvegardé avant. Donc ça veut dire autrement dit qu'à chaque fin d'itération, le variant décroît strictement. Si on a ces deux vérifications, on peut garantir que notre boucle termine. Donc jusqu'à là, vous retenez que pour vérifier une boucle, on a 5 étapes, que ces étapes sont construites sur la condition de la boucle et une formule qu'on va appeler l'invariant, et que la première étape, c'est donc la correction partielle, on vérifie l'initialisation, l'itération et la sortie, et que la deuxième étape, c'est la terminaison, on vérifie que on peut construire une suite décroissante à valeur entière positive, qui soit donc positive avant de démarrer la boucle et qui à chaque itération décroît. Si on a tout ça, on peut garantir que notre boucle respecte la spécification. Et donc quand on fait la correction partielle plus la terminaison, c'est la correction totale, que vous voyez noté ici, hein. On initialise, on a l'invariant, tant que B, on a invariant et B, on a notre formule variant qui est strictement supérieure à 0, on a I et B et T égale variant, on applique notre itération, on a un variant et le variant inférieur à t qu'on avait sauvegardé avant, hein, et on sort avec i et non condition implique q. Ok. Est-ce que jusque-là, des questions ou vous êtes prêts pour commencer à réfléchir? Pas de questions, tout va bien. Donc considérons l'exemple précédent, après sa correction partielle, on va proposer un variant, et ça peut être quelque chose de compliqué, voire sans réponse connue pour des problèmes simples. Ça c'est ce qu'on verra sur des choses comme telles que Fibonacci. Il est construit à partir des variables manipulées dans la boucle. Dans tous les cas, enfin dans notre cas, on va utiliser n comme ensemble euh, de définition du variant. Voilà, ça fait quelque chose de bizarre. Pardon. Il y a l'écran qui s'est mis à clignoter, je sais pas chez vous, mais on va dire que c'est bon. Ouais, c'est ça. Donc dans notre cas, on va dire que n, le variant, ça va être une expression bornée par 0 et qui décroît à chaque itération. On peut proposer par exemple, dans celui-là, comme variant n moins pgn fois 2.
Le schéma du programme est complété par les assertions de la correction totale. Ça nous donne, ici on a notre invariant le même que tout à l'heure. Ici on a rajouté Pgn x 2 supérieur à 0. Et ici on a rajouté que, hop là, ici on a rajouté celui-là, t égale n moins Pgn x 2. Et en sortie, après l'itération, on a que t est strictement supérieur à n moins Pgn x 2. Donc vous voyez que sur le variant, la formule qu'on a ici, c'est avec les formules du, de la boucle, avec les variables de la boucle qu'on la fabrique, ces variables peuvent varier à chaque itération, mais la valeur qu'on a en t, c'est on a sauvegardé d'une certaine manière la valeur de la formule, l'application de l'évaluation de cette formule avant l'itération, et on vérifie qu'après l'itération, cette formule a diminué. Et vu qu'à chaque itération, on a bien que ce variant est strictement positif, qu'il diminue, forcément, après un nombre fini d'itérations ici, on va sortir de la boucle. Donc si je vérifie la terminaison sur cet exemple, je vais dire W4, je vérifie que invariant hop là, implique variant supérieur à 0. Trivial parce que la prémisse, on a n strictement supérieur à Pgn x 2, donc si je fais n moins Pgn x 2, c'est strictement supérieur à 0. C'est direct. Vérifier W5, c'est-à-dire vérifier que le variant diminue. Donc là, cette fois-ci, j'ai ma formule ici à vérifier, deux affectations. Je remplace toutes les occurrences de Pgn par Pgn x 2 ici, donc ça me fait t strictement supérieur, enfin la formule devient t strictement supérieur à n moins Pgn x 2 x 2. Et vu qu'en entrée, j'ai t égale n moins Pgn x 2, ça me revient à vérifier que n moins Pgn x 2 est supérieur à n moins Pgn x 2 x 2. Effectivement, cette chose-là étant positive, si je le multiplie par 2, il est plus grand. Si je l'enlève à n, ça me donne quelque chose de plus petit que la valeur que j'avais à l'origine. Donc, W5, la cinquième étape est vraie. Donc ma boucle est OK. Alors, en tout cas, il faut que je me rappelle de l'exercice. Ouais, la première partie de l'exercice, on va le faire ensemble. Et à partir de là, vous allez... Attendez, je vais essayer de voir. Voilà. À partir de là, vous allez essayer de le faire vous. Donc, première partie de l'exercice, c'est on va écrire un programme. Quand on va parler de nous d'écrire un programme, on parle d'écrire un programme annoté hein, avec les différentes formules logiques, qui calcule la position la plus proche d'un entier x dans un tableau trié Tn. X se trouve dans l'intervalle entre le premier élément du tableau et le dernier élément du tableau. Donc x appartient à l'intervalle ici t crochet 0, t crochet n-1. Sur ces notations-là, on dit que x est strictement inclus, enfin plus grand que le premier et strictement plus petit que le dernier, parce qu'on a ici une borne non incluse. Oui, inclus ou égal au premier, pardon, et par contre strictement inférieur au dernier. Par position la plus proche, nous entendons l'indice pos qui vérifie t pos inférieur ou égal à x, strictement inférieur à t pos plus 1. Donc quand on regarde ça, la première étape dans tous ces genres d'exercices, hein, c'est de comprendre correctement l'énoncé, de poser les bonnes questions. Ici on dit n doit être strictement supérieur à 1 car x appartient à un intervalle non vide, t0 strictement inférieur à tn-1, n étant le nombre d'éléments. Donc si j'ai que un élément, je ne peux pas faire cet intervalle-là. Donc n, au moins deux éléments. Le tableau est trié, donc on a au moins t crochet 0 strictement inférieur à t n-1. La position la plus proche ne peut pas être n-1, comme on l'a vu ici. Et voici un exemple, donc ça c'est l'étape suivante. On s'écrit un exemple. N égale 8, t égale 0, 2, 2, 3, 5, 5, 5, 6. On peut proposer un x d'une des valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si x égale 5, par exemple, pos est la dernière position 5 dans t, c'est-à-dire 6. Dernière position de 5 dans le tableau. Ça veut dire que quand je demande la position x d'un élément qui est dans le tableau, ce qui va me donner c'est l'indice du dernier 5, enfin de la dernière valeur qui correspond à celle que je cherche, avant d'en trouver une plus grande. Ça c'est vu la spécification, on se rend compte que vu que la suivante case du tableau, elle doit être strictement supérieure à la valeur que je cherche, si je cherche 5, je ne peux pas donner la première valeur, premier indice du 5, je dois donner la dernière.
il peut y avoir une infinité de cas de test avec des tableaux de taille supérieure à 1. Il est donc nécessaire d'exprimer la pré- et la post-condition d'une façon formelle qui couvre tous les cas de test. Donc spécification, ici, on traduit nos premières observations en spécification. On a dit que n était strictement supérieur à 1, que le tableau était trié, c'est-à-dire que quel que soit i entre 0 et n-2, ça implique que t de i est inférieur ou égal à t de i plus 1, et que t de 0 est inférieur ou égal à x dans l'énoncé, qui est strictement inférieur à t de n-1. On cherche la position la plus proche, pose, et en sortie, on a que pose est entre 0 et n-2 inclus, et que t pose est strictement inférieur ou égal à x, et qui lui-même est strictement inférieur à t pose plus 1. Nous pouvons poser plusieurs modèles de solutions que vous allez essayer de trouver vous. Donc c'est-à-dire vous allez essayer d'écrire une boucle qui permet de résoudre ça, et commencer à noter. Éventuellement, vous annotez juste en disant, en identifiant la condition et en identifiant où doit se trouver l'invariant et la négation de l'invariant. Par contre, je ne vous demande pas d'écrire tout de suite l'invariant. Et pour pouvoir vous faire travailler en groupe, il faut que je coupe l'écran. Alors, un fort, pour moi, c'est pas une stratégie. On peut me dire comment. Ça veut dire quoi un fort? Je fais une boucle, oui. Alors déjà, dans le cadre du cours et des preuves, on fera que des while. Donc oui, il va y avoir un while. Tant que quelque chose. Donc première proposition, on regarde tous les éléments de l'indice 0 jusqu'à l'indice n-2. Donc ça veut dire qu'on va faire un parcours linéaire. On regarde chacun des éléments, un par un. Ok, on regarde chacun des éléments en partant du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a une autre stratégie possible? Donc celle-là, très bien, on va la faire, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des choses qu'on sait sur nos données qui permettent de faire autrement ou mieux? On coupe en deux, ok, c'est-à-dire, je lis les propositions parce que j'ai l'impression que les gens n'osent pas prendre la parole, c'est pas de problème pour passer par clavier, et je les lis à haute voix, si elles me paraissent pertinentes. On pourrait partir de la fin sinon. On peut partir de la fin. Donc ça, c'est la première stratégie linéaire du début, deuxième stratégie linéaire de la fin. Ça marche aussi. Et la troisième stratégie, c'est on coupe en deux, mais faut le dire un peu autrement. Ouais, la proposition de Simon, ça veut dire on part du début, on examine jusqu'à ce que, effectivement, dès qu'on trouve la bonne case, on s'arrête. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. Mais c'est quand même, première stratégie, c'est une, comment dire, une analyse, non, une examination linéaire du début jusqu'à la fin ou de la fin jusqu'au début. Ah, ok, le bon terme, le coupe en deux, ça s'appelle une dichotomie, je viens de le voir passer. Effectivement, on regarde au milieu du tableau, si c'est inférieur ou si c'est supérieur, on va au début ou on va à la fin, sur la deuxième moitié du tableau, et jusqu'à ce qu'on ait trouvé le bon endroit. Et ça, on peut le faire parce que le tableau est trié. Donc on a trois stratégies possibles, deux qui sont valables pour tout type de tableau. C'est parcours linéaire du début vers la fin ou parcours linéaire de la fin vers le début. Et la troisième stratégie, on peut l'utiliser parce qu'on sait qu'on a un tableau trié, et donc c'est une dichotomie. Par contre, couper en deux, c'est pas très pratique, car si tu tries les deux parties, tu seras obligé de reparcourir toutes les données pour merger les tableaux triés. Non, A. Ben oui, A tout à fait, parce que on a un tableau trié, on n'est pas en train de le trier. Et j'ai pas besoin de fusionner quoi que ce soit. Je suis en train de chercher une position dans le tableau. Je vais dire que ma position se trouve entre l'indice 0 et l'indice n-2. Je teste l'indice
qui se trouve au milieu de ces deux-là. Suivant, il va pouvoir me permettre de dire je dois aller dans la partie droite du tableau ou dans la partie gauche du tableau. Donc la seule chose que je stocke à chaque itération, c'est un indice. Ok, donc voilà, modèle de solution. On peut vous proposer trois modèles de recherche. La proposition la plus proche de x dans t, la recherche linéaire à partir de la position 0, la recherche linéaire à partir de la position n-2 ou la recherche dichotomique. Le troisième modèle est le plus rapide. Le modèle 2 permettra de s'arrêter dès qu'on trouve un nombre. Il paraît plus avantageux que solution 1 qui conduit, dans le cas où x est égal à une case du tableau, à effectuer plusieurs itérations inutiles, comme par exemple avec x égale 5. Donc dans le cas qui nous intéresse là, on a soit la dichotomie, soit partir de la fin. Parce qu'effectivement, si on part du début euh, et qu'on trouve une première case qui est bonne, bah, il faut continuer. Alors que si on part de la fin, dès qu'on a la case qui est égale, on peut s'arrêter. Donc, pour cet exemple-là, on va prendre la recherche linéaire à partir de n-2, parce que c'est plus simple que la dichotomie. La dichotomie, on la refera plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, ce qui va nous donner ici l'invariant qui n'est pas écrit en entier. Donc, on a, hop là, l'invariant est proposé ici. Hein. Donc, on a n supérieur à 1, notre prédicat ici qui dit que le tableau est trié. Position, on démarre à n-2. Tant que t pos supérieur à x, on va faire moins moins t pos. C'est-à-dire on part de la fin, et tant que l'indice qui nous intéresse est strictement supérieur, on diminue. Une première idée là-dessus, c'est que ce programme est juste. Euh, bon, c'est mon avis, je le connais plus par cœur, mais en regardant comme ça, je me dis le programme va bien me donner le bon résultat. Maintenant, on va essayer de l'annoter pour pouvoir faire la preuve. Donc pour ça, le prédicat de sortie, c'est celui qu'on a donné tout à l'heure. On propose l'invariant, c'est 0 inférieur ou égal à pos, inférieur ou égal à n-2, et x inférieur à t pos plus 1. Et bien sûr, les préconditions du programme, c'est-à-dire que tout ça est trié, etc. Donc compléter les assertions dans l'algorithme ci-dessous. Donc on peut le faire, je pense qu'on va le faire en live là-dessus, ce sera plus simple. Ensuite, on va vérifier la correction partielle de la boucle. Ça, je vais vous laisser un petit moment pour le faire. Euh, Peut-être, j'ai pas vu si vous pouviez m'appeler dans une salle. Je suis pas sûr. Moi, je peux rejoindre, mais je sais pas si quelqu'un peut m'appeler dans une salle. À ce moment-là, comme ça, je rejoins pour voir ce qui se passe. Oui, on peut, super. Et ben à ce moment-là, pendant ce temps-là qui peut être un peu long, mais je veux que vous travailliez, donc soit je passe au hasard, soit vous m'appelez et je viens voir, pour vérifier la correction partielle, c'est-à-dire faire le W1, W2 et W3 qu'on a vu, et ensuite proposer un variant et vérifier la terminaison. Donc, pour la notation, hop là, pour la notation, je me suis trompé. Pour la notation, je vous laisse dessiner. Normalement, vous pouvez tous dessiner. Essayez d'écrire ce qui va ici. Hein. Vous pouvez faire du texte. Sur tous les trois petits points, là, vous essayez d'écrire ce qui va. Et j'imagine, si jamais c'est pas le cas, vous me dites et je vais vite aller le modifier, que le support de cours est déjà disponible sur Moodle. Comme ça, vous avez accès pour la partie d'exercice à revenir en Oui, arrière. oui, c'est le cas, monsieur. Super. Donc comme ça, vous pouvez aller, pour la vérification, vous pouvez aller regarder comment on fait W1, W2, W3. Et ok. Alors question, pourquoi on veut i après post? Pourquoi on veut i à cet endroit-là? En fait, c'est le propriété de l'invariant, c'est quelque chose qui est vrai à tout endroit de votre boucle. Euh, on va en reparler après quand on va faire la création des invariants. Mais en fait, l'idée de base, c'est que l'invariant, c'est une propriété qui va vous permettre d'avancer dans votre boucle, de telle sorte que quand on a fini, l'invariant et non-condition, ça implique directement la post-condition. En fait, la plupart du temps, on va créer l'invariant par rapport à la post-condition. On va prendre la post-condition, on va se dire là-dedans, en fait, il y a mon invariant et la négation de la condition de boucle. À partir de là, je vais dire, il y a une partie, c'est la condition de boucle, qui va me permettre de m'arrêter. Une partie, c'est l'invariant. Ça veut dire, en fait, par exemple, que j'ai traité que tout ce qui est avant, dans ce cas-là, on est en train de décrémenter, donc tout ce qui est après poste dans le tableau respecte bien mon invariant. Et quand je vais m'arrêter, c'est que je suis arrivé au bon endroit, donc que mon invariant est aussi respecté. Je peux prendre un autre exemple que celui-là pour montrer ça. Disons que je veux trier un tableau. Je peux faire un invariant qui dit j'ai trié jusqu'à la case i.
Donc au début, bah, j'ai trié jusqu'à la case -1 par exemple, ou jusqu'à la case 0, parce qu'une case c'est trié de toute façon. À chaque itération, j'ai trié jusqu'à une case i qui avance. À la fin, j'ai i égale n-1, j'ai trié jusqu'à la case n-1, j'ai terminé. Donc l'invariant, ça va être la formulation qui dit j'ai trié jusqu'à la case i. Dans cet exemple-là, l'invariant c'est que on a dit que x est strictement inférieur à t-pos plus 1. Notre condition c'est que t-pos est supérieur, donc x est inférieur à t-pos. Donc quand j'ai fini, j'ai x supérieur ou égal à t-pos et x strictement inférieur à t-pos plus 1. Donc pos, c'est bien celui que je cherche. Ok. Donc on va essayer de faire les breakout rooms où vous essayez de faire la vérification correction partielle. Je vous conseille de votre côté d'avoir un papier et un crayon. Vous pouvez le faire chacun de votre côté. L'idée d'être plusieurs, c'est quand même de se poser des questions comme si vous étiez côte à côte dans les salles. Ok, donc normalement les salles sont fermées. Vous avez dû revenir, j'espère. Et on va corriger. Alors, bon, j'ai passé à deux trois endroits. J'ai vu que c'était pas évident pour vous de travailler comme ça. Que peut-être que, enfin, j'ai pas pu passer dans toutes les salles, donc peut-être qu'il y en a qui sont très bien passés, hein. Mais en l'occurrence, soit parce que vous n'osez pas prendre la parole entre vous, soit parce que vous n'avez pas d'idée. Donc je vais faire une correction. N'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions si ça vous va ou pas. En tout cas, là, quand on demande de faire ça, la vérification, est-ce que on se dit qu'on doit vérifier la correction de la boucle? On se rappelle qu'on a les trois étapes, les cinq étapes W1 jusqu'à 5. W1, c'est vérifier que le prédicat d'entrée implique plus faible précondition de init invariant. Ici, on a prédicat d'entrée qu'on a identifié tout à l'heure, on a l'invariant qu'on a identifié tout à l'heure. Init, c'est juste pos égale n-2. Donc ce prédicat-là, il est équivalent à, enfin c'est le plus faible précondition. Je remplace toutes les occurrences de pos par n-2 dans l'invariant, c'est-à-dire que ça va me faire l'invariant 0 inférieur ou égal à, pardon, toutes les occurrences de pos par n-2. Je vais les mettre, euh, je vais faire comme ça. Je vais d'abord écrire l'invariant sans écrire les pos, et là où il y a de la place, je vais mettre le pos dans une autre couleur. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Oui, je me suis trompé. J'ai recopié le prédicat de sortie. Donc là dans l'invariant j'ai ce premier truc, x, j'ai pas ça. J'ai x strictement inférieur. Ok. Donc quand je remplace les occurrences, j'ai ici n-2 et ici n-2. 0 inférieur ou égal à n-2, inférieur ou égal à n-2, cette partie-là est forcément vraie, donc c'est celle-là qui va nous intéresser. Et x inférieur à tn-2, ça se simplifie en disant t de n-1. Ok. Donc, inférieur ici, et n-2, 0. Voilà, ce qui me reste à vérifier, c'est ça. 0 inférieur ou égal à n-2 et x inférieur à t de n-1. Pour pouvoir vérifier ça, j'ai P comme point de départ. Dans P, j'ai quoi? Dans P, j'ai n supérieur à 1. J'ai x inférieur à t de n-1. Je vais garder ça en dessus. Donc dans P, je vais recopier P en entier, ce sera plus simple aussi. Donc P en entier, ça nous donne, quel que soit i0 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n-2 implique t de i inférieur ou égal à t de i plus 1 et t de 0 inférieur ou égal à x strictement inférieur à t de n-1. Est-ce que ça implique que 0 est inférieur ou égal à n-2 et
x inférieur à t de n-1. Celui-là, il est vrai par la prémisse. On l'a déjà avant l'implication. Et 0 inférieur ou égal à n-2. On l'a aussi. Non, on l'a pas ici. On a n strictement supérieur à 1 et n supérieur à 1. Ça nous fait n-1 strictement supérieur à 0. n-2 supérieur ou égal à 0. Et ça implique ça. Ok, voilà. Zut, vous voyez pas la fin de mon explication. Voilà, voilà le W1. J'ai fait que le calcul de la PFP et après le calcul, enfin montrer que cette application était vraie, ça a été immédiat par les prémices. Est-ce que cette première étape vous clarifie le processus qu'il faut suivre? Hop. Ok, pardon, j'ai pas eu, il y a plusieurs messages sur le chat. C'était un peu rapide, non. Le temps pour, vous voulez dire le temps pour faire l'exercice? Oui, c'était un peu court, alors parce que je suis passé dans plusieurs salles où il y avait zéro avancée en fait. Donc, euh, donc je me suis arrêté, j'ai arrêté un peu à l'avance. Pour moi, il y aurait besoin de plus de temps pour faire W2, W3. Mais vu que ça avançait pas, et que sur les 3 ou 4 salles où je suis allé, il y avait vraiment zéro avancée, je me suis dit que j'allais le faire. Voilà. Ensuite, question, je réponds aux questions que je vois arriver. Première question, c'est alors quand j'ai quel que soit i 0 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à n-2, ça, ça ne me permet pas, c'est pas pareil que dire que 0 inférieur ou égal à n-2. Parce que dans cette formule-là, on a quel que soit i qui va impliquer quelque chose. Donc je sélectionne tous les i qui permettent de impliquer quelque chose et c'est à ce moment-là que je vais vérifier ce qui est juste. Par exemple, je peux tout à fait écrire une formule qui serait comme ça, quel que soit i 0 inférieur ou égal à i inférieur ou égal à -1 implique quelque chose. Et cette formule est vraie parce que ici je peux rien sélectionner. Euh, donc comme je peux rien sélectionner, comment dire, cette prémisse est fausse. Je ne peux pas trouver de i qui vérifie ça. Et donc mon application est vraie. Donc je suis obligé d'aller sur l'autre partie. Ensuite, on précise pas que n est entier. Techniquement, vous pouvez le faire. Vous rajoutez ça. Euh, c'est pas écrit dans notre spec. Je vous ai dit par défaut, tout ce qui n'est pas spécifié est entier. Donc, non, on va pas faire l'exercice 2, on va continuer ici. Donc je vais continuer, je vais faire le W2 et W3, ce qui sont relativement dans la même veine, pour vous aider à vous débloquer, et vous essayerez de faire le variant ensuite. Donc, W2, on doit vérifier que un variant et condition implique plus faible précondition de code, c'est-à-dire pos égale pos moins 1 invariant. Vous noterez que j'ai traduit l'instruction en moins pos en pos égale pos moins 1 parce que on n'a pas. Ah, vous voyez pas ce que j'écris. Merci pour la remarque. Euh, oui, j'ai traduit l'instruction moins pos en pos égale pos moins 1 pour pouvoir avoir sous la forme d'une affectation et pas sous la forme d'une incrémentation ou décrémentation, parce qu'on n'a pas vu de règle particulière sur comment traiter les incrémentations et décrémentations. Donc sur cette partie-là, je remplace toutes les occurrences de pos par pos-1 dans la variant, ça me donne 0 inférieur ou égal à... Bon, j'y vais direct, hein. Je ne mets pas les couleurs. Et je compte sur vous pour regarder si je fais des fautes. Préconditions du programme, je vais les regarder comme ça, hein. Si on en a besoin, on ira les réécrire. Voilà, et maintenant je regarde que donc cette partie-là. Maintenant on regarde que invariant, c'est-à-dire que 0 inférieur ou égal à pos inférieur égal à n-2 et tpos inférieur ou égal à x strictement inférieur à t pos plus 1
et la condition de boucle, c'est-à-dire t pos. Vous voyez toujours pas là? Ah, ok, parce que j'avais un deuxième, on voit pas. Ok, ouf. Tpos, tuc, condition tpos supérieur à x, et je regarde que ça implique 0 inférieur ou égal à pos moins 1, inférieur ou égal à n moins 2, et x strictement inférieur à t pos et préconde. D'ailleurs, ici on a aussi et précondition. Disons qu'on n'a rien fait par exemple dans notre programme qui va modifier l'ordre des cases, donc en précondition on était trié, et dans la variante on est trié. Donc on va regarder chaque conjoint. Ici, 0 supérieur ou égal à pos. Là on a fait un pos moins moins. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de le voir ça? Je le trouve pas comme ça. Peut-être dans la précondition. Non, celui-là il est un peu. Il est tordu, on le verra après. Enfin j'ai l'impression, hein. Si jamais vous le voyez directement, vous me dites. Mais pour moi celui-là il est pas direct. Donc ça par contre, ça c'est check. Parce que si pos est inférieur à n-2, pos moins 1 c'est forcément inférieur à n-2. X strictement inférieur à t pos, c'est ce qui est écrit aussi ici, c'est-à-dire la condition, donc c'est bon. Donc le dernier qui nous reste là à regarder, c'est, je vais le écrire, on a 0 inférieur ou égal à pos en prémisse. On a aussi, euh, il est où? Dans notre prédicat d'entrée, on a t0 inférieur ou égal à x, et on a aussi x strictement inférieur à t pos. Donc, il faut regarder ces trois ensemble. Oui, j'ai essayé de remettre en premier plan, parce que quand je regarde le sujet, je passe dessus. Mais... Donc là, voilà, j'ai 0 inférieur ou égal à tpos. Ça, c'est en prémisse. Ça aussi, c'est en prémisse. X inférieur à tpos, c'est aussi en prémisse, parce que ça, c'est en condition, donc c'est la prémisse. Avec ces trois prémisses-là, je dois pouvoir montrer que pos moins 1, il est supérieur ou égal à 0. Effectivement, quand j'ai ces deux-là, hein, ça, quand j'ai t0 inférieur ou égal à x, et x strictement inférieur à tpos, forcément, et que le tableau est trié aussi, forcément, ça veut dire que pos, il est strictement supérieur à 0. Est-ce que vous avez... euh, J'ai dit que 0 est strictement supérieur à pos, donc forcément, je peux faire 0 inférieur ou égal à pos moins 1, parce que pos est un entier. Donc celui-là, il est plus compliqué, hein, c'est-à-dire qu'il faut prendre trois prémices et réussir à dire que ça, si je réécris proprement, c'est que t crochet, enfin t de 0 inférieur ou égal à x et x inférieur strict à t pos, et je vais l'écrire entre guillemets tab trié pour pas réécrire toute la formule, mais quel que soit i entre 0 et n, moins 1 implique t de i crochet inférieur strict à t de i plus 1. Donc tout ça, ça implique que 0 inférieur strict à pos. Les prémices, elles sont en fait dans la partie invariant et condition. Prémisse, c'est ce qui est. En fait, là, on a une application. Tout ce qui est avant, je l'appelle prémisse. Tout ce qui est ici, c'est. Je sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Donc les prémices, c'est celle-là par exemple. Ça, c'est un morceau qui est ici. Celui-là, c'est un morceau qui est ici, dans préconde en fait. Et celui-là, c'est un morceau qui est ici. Donc là, j'ai dû aller piocher dans les préconditions pour récupérer le fait que t0 inférieur ou égal à x. Ok, donc ça, on a fait W2. On regarde W3.
W3, c'est que invariant et non condition implique plus faible précondition, bah même pas plus faible précondition, implique la sortie. Donc je prends l'invariant, je prends non condition, je regarde juste, je vais regarder, je vais réécrire juste la sortie qui est là, hein. Je remets, c'est normal si vous voyez pas, le temps que je recopie, et après je remets mon tableau devant. Donc j'ai en sortie 0 inférieur ou égal à pos inférieur ou égal à n-2 et t crochet pos inférieur ou égal à x strictement inférieur à t pos plus 1. Ok. En fait, quasiment tout est déjà dans l'invariant. Ça, c'est dans l'invariant. Donc c'est prémisse. Je vais réécrire prémisse, mais prémisse invariant. Donc, en fait, quand j'ai ça, ça veut dire que j'ai A et quelque chose implique A et quelque chose. Comme j'ai le A des deux côtés de l'implication, ce conjoint-là est vrai. Il y a écrit quoi après le et en W3? Je parle de ce que je souligne ici. C'est un non. C'est le petit symbole pour dire non, qui est comme ça. Note. Et quand je les fais vite, on dirait un peu des virgules bizarres, mais ok. Donc quand je suis arrivé là, cette prémisse, c'est le premier conjoint, il est exactement dans les prémices, donc c'est fait. Le tpos inférieur ou égal à x, c'est aussi, ça exactement, ça c'est exactement non b. Et x inférieur à tpos plus 1, ça c'est dans l'invariant. Donc ça c'est la prémisse non b. Donc ce W3 est vérifié. Donc, je pense que vous manquez encore de pratique sur ces calculs de plus faible précondition, mais c'est vraiment, vraiment pas plus dur que ce qu'on a fait la semaine dernière et que les premières calculs de plus faible précondition où on a juste remplacé lors des affectations et après on regarde est-ce que l'implication est vraie, etc. Il n'y a pas plus compliqué à faire. Notez vraiment bien la partie annotation, hein. J'ai mon P avant mon initialisation, hein, je le remets, hein. On a P, init, ça c'est par cœur en fait. Invariant, while B, B et invariant, euh, le code, invariant tout court, je sors de ma boucle, j'ai non B et invariant, et j'ai Q. Si je mets un petit commentaire pour que ça fasse joli, hop, ça ressemble à ça. Ok. Donc ça doit être très clair. Et en fait, vous allez vous rappeler que ça va être W1, W2, pas WP, W1 tout court, W1, W2, W3. Ok, c'est ce schéma-là que vous devez avoir. Pour le variant, maintenant, on doit fabriquer un truc ici, t égale, une formule, ici montrée, donc qu'on va appeler V, et ici que t doit être supérieur à la formule V. Il faut aussi montrer que t, il est que invariant implique t supérieur à 0. Donc ça c'est W4, et ça c'est W5. Première ligne en dessous du while. Oui, non, donc à la fin du while, c'est non B et invariant. J'ai oublié un truc sinon? Ah, j'ai marqué INV, alors que les autres fois, j'ai marqué I. C'est B et I, non B et I, tout à fait. Ok, donc il nous
nous reste encore un peu de temps, hein, j'imagine. Oui. On va essayer. J'aimerais vraiment que ça, que ça marche le travail en groupe à distance ou même le travail individuel, mais au moins que vous soyez là et que vous puissiez, m'appeler. Si T doit décroître, c'est ce que j'ai marqué pour W5 là. C'est T égale V au début, T supérieur à V à la fin. Ah, c'est V qui décroît. Je vais revérifier comment on l'a noté en cours, mais il me semble bien que c'était ça, hein. Je regarde là. Euh, T supérieur à variant. Voilà, il écrit dans l'autre sens. Ça, c'est la même chose que V inférieur à T. C'est-à-dire que T, c'est la valeur que j'ai sauvegardée d'une certaine manière en évaluant ma formule avant l'itération. Une fois que je réévalue ma formule après l'itération, T est devenu supérieur, donc ma formule de variant diminue. Voilà, donc c'est la formule variant, elle, qui prend les variables du programme, diminue. Par contre, T, qui me sert pour sauvegarder la valeur du variant, pour sauvegarder l'évaluation du variant avant le programme, et qui n'apparaît pas, enfin, qui n'est pas modifié par le code, lui reste constant, et donc à chaque itération, c'est V qui diminue. Ok, donc je vais faire encore une séparation en salles plus grande encore, donc moins de salles, pour espérer qu'il y ait plus de gens qui participent dans chacune des salles. Et en même temps, ça peut être juste un simple endroit où vous m'appelez pour discuter, vous poser vos questions. Sur le variant, on a dit dans le cours tout à l'heure, on veut une formule strictement supérieure à 0 avec les variables du programme. Vous pouvez prendre des variables, enfin vous pouvez prendre une ou plusieurs variables du programme, et on doit faire une formule qui soit strictement supérieure à 0 et décroît à chaque itération. On est encore sur les exemples très simples là, donc c'est pour certains ça va être évident, et puis pour d'autres c'est l'occasion de regarder comment on fait. Euh, donc je vais détailler même si c'est évident. Donc l'idée là, c'est ce qu'on peut regarder, c'est dans notre while, est-ce qu'il y a des choses qui montent ou enfin, qui croissent ou qui décroissent à chaque itération. Ici, je vois que dans mon while, j'ai moins ma pos. Donc j'ai pos va décroître. Donc ce que je me dis ici, c'est que je vais faire mon variant, il va avoir dedans pos. Maintenant, je veux que pos soit strictement supérieur à 0. Dans, dans mon invariant ici, j'ai 0 supérieur ou égal à pos. Donc je me dis, ah bon, ce que je sais, c'est que 0 supérieur ou égal à pos. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose avec ça, de telle sorte que mon variant, il soit strictement supérieur à 0. Sachant que pour l'instant, j'avais pos ici. Bah, je peux rajouter 10, ou même juste 1, ça suffit. Parce qu'avec ça, j'ai 0 supérieur ou égal à pos. Ça implique que 0 strictement inférieur à pos plus 1. Donc j'ai pos qui diminue. J'ai pos plus 1 qui est strictement supérieur à 0. Donc je me dis, que mon variant que j'ai posé, c'est variant égale pos plus 1. À partir de là, c'est quasiment immédiat, mais il faut quand même réécrire les choses. On dit W4, je dois montrer que invariant et condition implique que variant strictement supérieur à 0. Ici, on a dit que ça c'était pos plus 1 strictement supérieur à 0. Et je ne réécris pas tout l'invariant et la condition, mais j'ai 0 inférieur ou égal à pos, implique pos plus 1. Donc là c'est et 3 petits points. Et ça, c'est vrai. J'ai fini W4. Il n'y a rien de plus à faire. W5, je dois montrer que invariant et B et T égale, je réécris directement la pos plus 1 plutôt que variant, hein, implique, plus faible précondition de mon code, c'est-à-dire pos égale pos moins 1.
et t strictement supérieur à variance, c'est-à-dire pos plus 1. J'ai le calcul d'une plus faible précondition avec WP. Le, la seule instruction qu'il y a, c'est pos égale pos moins 1. Donc je remplace toutes les occurrences de la variable pos par la valeur pos moins 1. Donc ça me fait t strictement supérieur à pos moins 1 plus 1, c'est-à-dire t strictement supérieur à pos. Et il ne me reste plus qu'à montrer. Je garde l'implication ici pour faire joli. Ici j'ai i et b et t égale pos plus 1. Tuc, tuc, tuc. Je garde juste la partie qui m'intéresse. T égale pos plus 1 implique t supérieur à pos. C'est vrai par les règles d'arithmétique. Hein, si vous voulez, c'est vrai parce que pos plus 1 supérieur à pos. Et donc, la boucle termine. Et on a fini. Avec 2 minutes de retard, mais on a fini quand même. Des questions sur cet exercice? On est vraiment sur les exercices de début, de preuve de terminaison, de correction partielle et de correction totale de boucle. Et je vous encourage fortement, pour qu'on aille un peu plus vite sur la prochaine fois, à considérer le programme suivant avec les variants et les invariants, etc. Sachant que toutes ces parties-là sur les preuves de boucle fait partie intégrante du programme du contrôle partiel de je ne sais plus dans combien de temps il est, mais dans pas très longtemps. Du 10 novembre, il me semble. Donc il faut qu'on ait le temps de faire pas mal d'exercices dessus, que ce soit fluide pour tout le monde. Surtout que la construction d'un variant, là, elle était très simple jusqu'à présent. Elle sera un peu plus compliquée. Rien que le suivant est un peu plus compliqué. Non, on a un i qui est inférieur à n. Souvent, pour construire un variant, on peut regarder la condition et chercher une distance à cette condition. Notre ensemble ordonné dans l'exo, c'était 0n-2. Je dirais que c'était l'ensemble des entiers naturels. C'est ce qu'on va prendre quasiment tout le temps. En fait, la définition formelle dit on peut prendre un ensemble avec une relation d'ordre. Euh, et cet ensemble, il doit avoir une borne min. Il peut ne pas avoir de borne max en fait. Mais il doit avoir une borne min. Et on dit, et c'est par rapport à ma relation d'ordre, j'ai une borne minimum. Et je reste dans cet ensemble-là et je décroît. Donc forcément, je vais m'arrêter. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, il me semble qu'on est arrivé à la fin du temps imparti pour ce cours. Donc,